la bourse de Paris qui fait -5 lundi, +4 hier, -1,4 ce soir, enfin voilà, ça paraît, on se dit pourquoi. Enfin, on peut répondre à ça. Est-ce que c'est pas ça le plus inquiétant d'ailleurs? Oui, bien sûr. Alors ça s'appelle la volatilité sur les marchés. Ça veut dire les marchés qui fluctuent beaucoup. Ça veut dire que les investisseurs, ils sont un peu comme peut-être nos téléspectateurs, ils sont un peu perdus sur la réalité de l'économie actuelle. Dans ce cas-là, je suis téléspectateur. Oui, mais perdu. Vous voyez, avec évidemment un point noir extrêmement fort, qui est le point noir chinois, dans un environnement très compliqué, parce qu'il faut toujours rappeler que nous sommes dans un environnement bizarre, où les taux d'intérêt sont maintenus artificiellement partout dans le monde à des taux incroyables, c'est-à-dire pour beaucoup négatifs, taux d'intérêt négatif, vous voyez, ça fausse complètement la logique financière. Et parce donc, que les banques centrales mettent des sous. Voilà, elles injectent de l'argent. Les banques centrales occidentales, notamment la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine, la Fed, enfin en tout cas elle le faisait. Et puis derrière, nous avons la Chine qui va pas bien, et la Chine qui, pour essayer de contrer ou d'essayer d'enrayer ce climat négatif, elle aussi imprime de l'argent et on va dire prend des mesures financières de manière extrême depuis maintenant plus de 4 ans. Et ça fait longtemps qu'on répète à l'envi qu'il y a un vrai gros problème chinois et que longtemps on a pensé que finalement c'était asiatique et que ça ne regardait pas l'Occident. Ce serait bien qu'on essaie de se mettre d'accord sur les causes de ce qui se passe ces derniers jours. Irène, voilà, même chose. Qu'est-ce qui explique cette volatilité qu'on vit en ce moment sur les marchés financiers? Je crois que les marchés financiers sont pris un peu de vertige parce que, honnêtement, personne ne sait. Le modèle chinois, on sait qu'il est en train de changer, qu'il passe d'un modèle basé sur les exportations, qu'il essaye de faire un modèle basé sur la consommation. C'est long et c'est difficile. Il a pris quand même le président chinois a pris de bonnes mesures. Il a lutté contre la corruption, ce qui a notamment, je ne dis pas que a fait baisser la demande de biens de luxe. Je ne dis pas qu'ils ont été un peu moins bling-bling quand ils sont poursuivis, voilà. Et puis ensuite, il a tapé dans ce qu'on appelle le shadow banking, vous savez, c'est-à-dire qui était très développé en Chine parce qu'il y avait le système bancaire classique et il y avait 45% des financements qui se faisaient hors système bancaire. Et là, vous êtes en train de me citer des choses qui sont plutôt positives pour l'économie chinoise. Tout à fait. Or, tout le monde dit les Chinois, c'est fini, et le problème vient de là. Non, donc mais ça rejaillit sur le monde entier, puisque ce sont nos clients, par définition. C'est positif. Maintenant, quand il est arrivé au pouvoir, le président chinois a promis du rêve aux Chinois. Donc il a dit, en gros, je vais vous enrichir. Le problème, c'est que là, avec une croissance à 2 chiffres, elle n'y est plus, et que la bourse se casse la figure. Donc tous les petits porteurs qui sont venus sont ruinés. Est-ce que ça veut dire, moi je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a une certaine dichotomie entre la bourse et l'économie réelle. Est-ce que l'économie réelle chinoise va si mal que ça? J'en sais rien. Je ne suis pas la seule. Figurez-vous qu'Emmanuel Macron, hier, devant les ambassadeurs en Allemagne, a dit « Oh, mais la croissance chinoise, elle n'est pas de 7, elle est de 0 ». Alors franchement, si on en est là, si même notre brillant ministre de l'économie dit quand même ce qui paraît une énormité, parce qu'elle n'est peut-être pas de 7, mais elle n'est pas de 0. Le problème fondamental, c'est l'économie réelle chinoise. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème en Chine? Parce que si le rêve chinois s'écroule, comment vont réagir les populations? Qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette volatilité? On conserve le terme utilisé par Philippe de Sertine en début d'émission et qui, j'imagine, pour tous ceux qui nous regardent, est absolument incroyable, quoi. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre comment fonctionnaient les marchés financiers. C'est vrai. Il y a une déconnexion. Moi, j'essaie de m'intéresser plutôt à l'économie réelle. Mais il y a une déconnexion complète aujourd'hui, mais y compris. Mais elle n'a jamais été aussi grande, importante. Je ne suis pas sûr de cela. Sincèrement, je ne suis pas sûr de cela. Vous voyez, même, prenons le CAC 40. En 2013, le CAC était à moins de 3000. Aujourd'hui, il est à 4005, il est monté à 5000. Vous voyez, ça a pris quasiment 30-40%, alors que l'économie réelle faisait quasiment 0. Donc, vous voyez, il y a quand même une déconnexion extrême entre ce qui se passe sur les marchés financiers. Et là, je n'ai pas pris 1 mois, 2 mois. Je vous ai pris pendant 2 ans, 2 ans et demi. Donc, vous voyez, c'est un peu... Alors, bien sûr, on serait rassuré, si je puis dire, Eric Heyer, si on disait, voilà, on comprend en effet, c'est le terme qu'on emploie aussi en ce moment, que l'économie chinoise est en train d'atterrir et que ça va avoir des conséquences pour tout le monde. Je dirais ça, il y a un côté rationnel qui pourrait rassurer. Mais on sent bien qu'il y a d'autres forces en jeu. Non, mais bien entendu qu'il y a toujours des éléments déclencheurs. Mais prenons le cas de la bourse de Shanghai. Elle a pris 150% en l'espace de 2 ans. C'était complètement... C'est une bulle. Enfin, il est en train de se passer en Chine un peu ce qui s'est passé en 1929 aux États-Unis avec les colonnes. C'est-à-dire que globalement, ou un peu les subprimes en 2008, c'est-à-dire qu'on a... Vous vous rendez compte de ce que vous nous dites? Attendez, c'est pas... Attendez, laisse terminer. Après, je vais nuancer. Voilà. C'est-à-dire qu'on a endetté, les banques ont endetté des ménages pour qu'ils aillent investir en bourse. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Chine. C'est ce qui s'est passé en 1929 avec les colonnes. Actuellement, c'est vrai. Donc c'est la même chose. Donc ça a créé une bulle. Cette bulle est en train de tomber. L'écart avec 29,
29, on n'est pas du tout dans le cadre 29, c'est que la Chine, c'est une économie fermée de ce point de vue-là, c'est-à-dire que, et globalement, il ne va pas y avoir les banques, il n'y aura pas de transmission dans le système bancaire, et donc on n'est pas en 2008, on n'est pas en 29, parlait juste du début. Oui. Donc effectivement, la bourse qui avait augmenté, c'était juste, on a endetté des ménages relativement modestes chinois, et on est allé beaucoup trop loin. Donc c'est cela. Et en France, mais même en Europe, moi, j'ai jamais compris pourquoi le CAC rebondissait aussi fortement. Alors il y a l'explication de Philippe de Sertine, c'est effectivement on a injecté tellement de liquidités, il faut bien que ça se passe quelque part. Donc d'accord. Donc ça se place énormément dans les obligations d'État, dans la dette publique, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de dette publique, donc vous allez bien obligé d'investir quelque part. Mais sinon, il y avait une déconnexion réelle entre l'économie réelle et les bourses. Peut-être je vous pose la question autrement. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à vivre en permanence avec ces espèces de fortes variations? Pendant 10-15 ans. Ah bon? Oui, parce qu'en réalité, on est entre deux cycles. Vous avez à mon sens, trois éléments de nouveauté aujourd'hui qui expliquent cette volatilité dont on a parlé. Premier élément, en effet, c'est la Chine. C'est quand même quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on a été habitué à avoir un pays qui est quand même une très grosse économie, peut-être la plus grosse économie mondiale ou quasiment. On était habitué à avoir un pays qui tournait à 10-12% de croissance. Aujourd'hui, on a un pays qui, à mon avis, durablement fait tourner autour de 3-4% de croissance pour des raisons qui sont vraiment fondamentales. C'est-à-dire que c'était un pays qui accumulait beaucoup de facteurs de production. Il y avait beaucoup de délocalisation des pays occidentaux vers la Chine. Il y avait beaucoup de migration des campagnes vers les villes. Tout ceci alimentait la productivité et la croissance chinoise. C'est terminé et la croissance chinoise maintenant devrait être basée sur l'innovation. L'innovation, vous ne faites pas 12% par an. L'innovation, vous faites 3-4% par an. C'est déjà bien. Premier élément de nouveauté. Deuxième élément. L'économie chinoise, tout simplement, qui s'apaise. Oui, mais enfin, c'est nouveau. Enfin, oui. Deuxième élément de nouveauté dont a parlé Philippe de Sertine à juste titre. Depuis la crise de 2008, les banques centrales ont mis sur le marché énormément de liquidités et la Banque centrale américaine commence à suggérer l'idée selon laquelle ça pourrait se terminer. Et là, ça veut dire quoi? Que les banques centrales, en quelque sorte, soldent de l'argent, si je dois dire. Oui, mais c'était... Alors, je pense que cette politique... On a passé notre temps à faire des émissions ici en disant il faut qu'ils émettent... Je vais prendre... Excusez-moi de prendre une image extrêmement triviale, mais imaginez quelqu'un qui a reçu des perfusions de morphine pour soulager une douleur pendant des années. C'était légitime, parce que je pense qu'il fallait soulager cette douleur. Maintenant, il va falloir débrancher la morphine. Et donc, on est dans ce contexte-là. Je vous demande pourquoi les banques centrales nous ont drogués à l'argent. Parce qu'on avait un système financier qui, en 2008, il faut quand même se remettre dans le contexte, on avait un système financier qui était sur le point de s'écrouler. Donc on a mis à ce moment-là beaucoup d'argent dans le système financier. Et ensuite, on a voulu éviter une dépression du type dépression des années 30. Et donc, on a essayé aussi de soutenir l'économie de cette façon-là. Juste dernier sujet, à mon avis, très important, dont on n'a pas parlé, qui crée beaucoup de volatilité, c'est le fait, et je vous disais tout à l'heure qu'on était entre deux cycles, on est entre deux cycles technologiques. C'est-à-dire que nous sommes d'abandonner les 30 Glorieuses qui se sont terminées. En réalité, le cycle des 30 Glorieuses s'est terminé, à mon sens, c'est mon interprétation, par la récession de 2008-2009 et nous sommes entrés dans un nouveau cycle d'innovation qui est celui des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies. Et comprenez bien qu'il est très difficile de donner un prix à ces entreprises-là. Vous le voyez bien avec Airbnb, vous le voyez bien avec Facebook, vous voyez des valorisations complètement démentes. Quel est le vrai prix de ces entreprises-là? C'est comme donner un prix à une entreprise d'automobile en 1900 ou à une compagnie de chemin de fer en 1830. C'est très exactement la même chose. J'ai vu qu'avant-hier, étant en difficulté, Apple avait envoyé un communiqué à une télévision d'économie et financière américaine dans lequel il ne donnait aucun chiffre. Ça a tellement... Les marchés se sont immédiatement rassurés. La valeur d'Apple a augmenté de 10%. Ça fait, je crois, 35 fois le prix d'Air France. C'est-à-dire que sur un simple... même pas un bout de papier, pardonnez-moi. Sur un bout de mail d'un patron d'une grande entreprise, tout le monde s'excite à ce point que ça prend 10%, c'est-à-dire 35 fois la valeur d'Air France. Moi, je vous dis que c'est inquiétant. Enfin bon. Alors, on découvre le premier reportage et on discute ensuite. Lundi noir, mardi vert, les boursiers sont-ils devenus fous? En tout cas, c'est clairement le ralentissement de l'économie chinoise qui est en cause, comme viennent de nous le dire nos invités. Un atterrissage qui était pourtant annoncé, mais qui semble avoir créé une soudaine panique. Du coup, on s'interroge aussi en ce moment sur la sincérité des chiffres de l'économie chinoise. Stéphanie Gillon, Arnaud Fora, Joël Lefebvre. La dégringolade. Paris, Londres, Francfort, New York. Lundi, l'ensemble des marchés a décroché. Moins 4, moins 5, moins 10% à la clôture à Athènes. Un vent de panique s'est emparé des bourses mondiales. Un vent venant de Chine. Plongeons de moins 8,5% lundi à Shanghai, qui a connu sa plus forte chute en séance depuis 2007.
et des valeurs chinoises qui ne cessent de baisser depuis le mois de juin. Au point qu'aujourd'hui, les investisseurs en sont de plus en plus convaincus. L'atterrissage brutal de l'économie chinoise est devenu inévitable. Le grand problème, c'est qu'on pensait que la transition d'une économie qui évolue à 12% de croissance à une économie qui évoluait à 7% était relativement bien maîtrisée par les dirigeants. Et puis, il y a eu plusieurs signaux d'alarme. On a constaté qu'il y avait une baisse de l'achat d'automobiles. On a constaté que la consommation d'énergie n'était pas aussi importante qu'on l'avait anticipé. D'où des doutes. Est-ce que les chiffres chinois reflètent véritablement la vérité de cette croissance? Et en même temps, on était habitué jusqu'à présent à une bonne réactivité du gouvernement chinois qui avait tendance, chaque fois que l'activité baissait, à faire ce qu'il fallait pour faire repartir. Là, on a vu que les dernières initiatives chinoises, notamment les incitations à acheter des actions pour qu'elles remontent, n'avaient pas été d'une grande efficacité. D'où le doute sur la capacité du gouvernement chinois à maîtriser véritablement sa propre économie. Face à cette incertitude, le couple franco-allemand réuni à Berlin lundi a voulu se montrer rassurant. Je suis convaincue que la Chine mettra tout en œuvre pour stabiliser sa situation économique. La Chine est un partenaire important de l'Union européenne et nous sommes en contact rapproché. L'économie mondiale est suffisamment solide pour également avoir des perspectives de croissance qui ne sont pas simplement liées à la situation en Chine. Deuxième puissance derrière les États-Unis, la Chine est devenue en 20 ans la locomotive de l'économie mondiale. Résultat, la baisse des demandes chinoises a déjà fait chuter le prix des matières premières, notamment du pétrole, au plus bas depuis 6 ans. Et certains spécialistes, comme Jacques Attali, annoncent déjà une dépression planétaire. Il faut être réaliste. La Chine a connu 30 années de croissance extraordinaire au sens premier du terme, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Vous avez eu une croissance à 2 chiffres pendant une quinzaine d'années qui a quand même permis aux Chinois de sortir 600 millions de personnes de la pauvreté. Donc il y a eu un rattrapage économique vraiment extraordinaire qui a été fait. Et aujourd'hui, il faut laisser à cette économie la possibilité d'atterrir. Et ça ne va pas se faire en 2-3 ans. Donc c'est un atterrissage qui sera plus ou moins brutal selon la conjoncture, mais qui aura forcément un impact. Alors est-ce qu'il faut être très pessimiste? Est-ce qu'il faut être moins pessimiste? Ça c'est pas... Le pessimiste en tout cas. Ça va être difficile. Et ça va être difficile pour tout le monde. Certains économistes évaluent l'impact sur l'économie française à moins 0,2% pour 2016, ce qui ramènerait la croissance estimée de 1,5 à 1,3%, soit juste en dessous du seuil nécessaire à la création d'emplois. Alors on a une première question qui est très intéressante parce qu'elle montre aussi que nos téléspectateurs parfois peuvent prendre un petit peu de recul. On parle, à partir du moment où l'on parle de la crise depuis 1973, ce qui est vrai, depuis 1973, ce mot est-il encore adapté? C'est une très bonne question. Voilà, alors on se fait peur avec des mots, c'est normal. Les mots déclenchent des choses aussi. Est-ce que vous pensez que voilà, le terme de crise a encore un sens et peut être utilisé? En réalité, je pense que pour reprendre ce que disait Nicolas Bouzou tout à l'heure, on est aujourd'hui dans une période absolument historique. C'est une période tournant. Peut-être que le terme de tournant correspondrait mieux. 73, effectivement. On va dire, on a, à partir de 70, même, la fin de l'après-guerre. Vous voyez, tout à l'heure, on disait les 30 glorieuses du point de vue économique. Il y a ce qu'on appelait les accords de Bretton Woods qui avaient préparé l'économie d'après-guerre, après 1945. On peut dire qu'ils s'arrêtent en 70, c'est-à-dire quand les Américains, 71, quand les Américains vont dire on ne va plus convertir la non-convertibilité du dollar en or. Et ça va avoir des impacts extrêmement importants du point de vue monétaire et qui, on pourrait dire, se répercutent jusqu'à aujourd'hui. Et le problème monétaire qu'a la Chine, notamment, peut être lié à cela. Mais c'est vrai que nous sommes aujourd'hui à un tournant absolument radical. Et la Chine, comme on le disait tout à l'heure, elle a un tournant encore plus fort parce que non seulement elle doit évoluer technologiquement, mais elle doit aussi sortir de ce modèle accéléré qui lui a permis en quelques
quelques dizaines d'années, on va dire, de récupérer un retard absolument incroyable. Il faut se souvenir de la Chine, de la révolution culturelle, quoi, hein, c'est-à-dire les années 60 où vous étiez avec un pays où les gens mouraient de faim. Hein, donc, d'un seul coup, un pays de paysans qui mouraient de faim. Exactement. Elle est devenue un pays hyper moderne, la deuxième puissance du monde. Et là, c'est vrai que cet atterrissage dont vous parlez, le vrai gros problème, c'est que les autorités chinoises utilisent à fond l'arme financière depuis plusieurs années et que cette arme financière, elle est extrêmement dangereuse. Manifestement, ils ne la maîtrisent plus aujourd'hui. Et je crois que là, c'est, on va dire, le cœur du problème auquel nous sommes confrontés actuellement. Juste pour tenter de répondre à la question de nos téléspectateurs sur... on parle de crise du porc. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est crise. Crise financière, crise en Chine, enfin, tout est un objet de crise. Et est-ce que vous pensez que même les termes qu'on emploie pour qualifier les choses sont problématiques, Éric Heyer ? Problématique, il faut utiliser les bons termes, comme quand on parle de reprise alors qu'il n'y a pas reprise. Donc effectivement, mais là, on est bien en train de vivre une crise, en tout cas en Chine. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, alors est-ce qu'on doit parler de crise boursière ? Moi, je ne crois pas, quoi. Très sincèrement, je ne suis pas encore en train de parler de crise boursière. Ce qui se passe aujourd'hui, non. Et d'ailleurs, pour rajouter un argument à la volatilité, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est des algorithmes, essentiellement, qui font les achats et les ventes. Et donc, du coup, ça fait des comportements grégaires extrêmement importants, très moutonniers. Et donc, on voit que ça baisse ensemble, ça augmente ensemble. Bah, globalement... Non, mais attendez, ce que vous venez de nous dire est quand même très important, c'est que vous venez de nous dire les ordinateurs qui ont remplacé une bonne partie en tout cas, la moitié des transactions sont encore plus moutonniers parce que quand on leur donne une info, ils réagissent à l'info qu'on leur a donnée et ça accélère le mouvement de... Je ne suis pas sûr que les gros investisseurs, par contre, qui ne jouent pas avec ces algorithmes, eux ont perdu, typiquement. Ils attendent, eux, ils savent très bien qu'il y a des tendances. On parlera tout à l'heure du chômage. Commenter le chiffre du chômage mensuel, c'est tout aussi ridicule que commenter la bourse journalière. Je l'ai, mais je la garde un tout petit peu sous le coude. C'est-à-dire que globalement, il faut regarder un peu des tendances et regarder si ces tendances sont surestimées par rapport à l'économie réelle. Est-ce qu'on est en train de vivre une bulle ou pas une bulle ? S'il y a une bulle, il y a forcément des corrections à attendre. Et si c'est une correction, ce n'est pas forcément une crise. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une correction d'une surcapitalisation liée à un certain nombre de phénomènes ? Moi, pour l'instant, je pense qu'on est dans ce cas-là et pas dans une crise boursière. Irène Chospey, simplement, est-ce que la volatilité est en effet accusée par des ordinateurs qui, d'une certaine façon, auraient pris le pouvoir ? Alors, sur le marché chinois, je ne suis pas tout à fait convaincue parce qu'il y a très peu de gros investisseurs, c'est surtout des particuliers. Il n'y a pas de volatilité sur le marché chinois. Voilà, pas de volatilité sur le marché chinois. Maintenant, sur les autres marchés, c'est évident, en particulier sur le marché d'échange, où vous avez pratiquement 60% des transactions qui sont faites par des algorithmes du trading haute fréquence qui se fait à la nanoseconde. Oui. Donc, effectivement, ça accroît la volatilité. C'est une absurdité complète. On sait bien que ça a des effets très pervers. Je pense qu'il faudrait un peu en finir avec ce même en France, sur le marché français. Il faudrait en finir avec ça. Ne parlons pas des marchés financiers anglo-saxons. Donc certes, ça accroît la volatilité, mais je crois aussi ce qu'il y a d'assez nouveau, ce comportement des banquiers centraux, vous décrivez. Certes, il fallait qu'ils injectent des liquidités, mais je crois qu'ils ont joué un peu aux apprentis sorciers. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils en ont injecté énormément. Et vous savez, en économie, on parle d'une trappe à liquidité. À un moment, quand ça ne sert plus à rien de baisser les taux, maintenant, je crois qu'on est dans une trappe à banquier central. C'est-à-dire que Mme Yellen à la Fed, elle aurait dû monter ses taux un petit peu plus tôt quand le cycle allait mieux. Maintenant, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas les baisser. Ils sont quasiment à zéro. Elle ne peut pas les augmenter. Elle est complètement coincée. Mario Draghi était en vacances. On saura le 3 septembre. On saura le 3 septembre s'il fait quelque chose. Mais là, on a vraiment, je trouve, quelque chose d'assez nouveau. Qui est, je pense que les banquiers centraux se sont eux-mêmes ligotés parce qu'ils ont injecté des milliards et des trillions de liquidités en voyant que ça ne faisait pas d'effet sur l'économie réelle. Ils ont continué et résultat, voilà, ils sont maintenant coincés. Ça, c'est peut-être un peu inquiétant tout de même, notamment sur la crédibilité de la Banque centrale américaine. Je précise simplement que l'idée pour les banques centrales, c'était que on allait aider la bourse. En aidant la bourse, on allait en quelque sorte redonner confiance aux investisseurs et que l'économie mondiale pourrait repartir. Simplement, au moment où nous parlons ce soir, parce que je pense que c'est aussi une partie des questions que se posent nos téléspectateurs, ils peuvent garder leur compte en banque, ils ne sont pas obligés de vendre leur titre. Non, mais c'est normal qu'on se pose ce genre de questions. Moi, je vous la pose. Hein. Absolument. Là, on vient de vivre 3 jours quand même très particuliers. C'est légitime, mais je pense que honnêtement, je pense que le sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est sur les traces que ça va laisser ou pas sur l'économie réelle, c'est-à-dire quel impact ça aura sur la croissance, sur l'emploi. Je pense que excusez-moi, Peugeot va vendre moins de bagnoles aux Chinois là ou un peu moins de bagnoles aux Chinois. Mais je voudrais insister sur quelque chose, sur un point qui vient d'être dit et qui, à mon avis, est très très important. C'est le fait que aujourd'hui, s'il y a une crise,
les États et les banques centrales ne disposent plus des outils de relance qui sont les outils habituels. C'est-à-dire qu'en effet, les banques centrales ne peuvent plus injecter de monnaie parce qu'il y a déjà une inondation de monnaie, mais les États... Des milliards de milliards. Voilà, voilà, donc j'insiste, parce on pense toujours qu'on parle de milliards. Rémi Marcel vient de nous dire, voilà, je dis comme ça, des milliards de milliards. Comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, on ne va pas en faire plus, mais on va plutôt en faire moins, on va éponger ces liquidités. Donc ça ne participera pas à une relance si on en a besoin, mais il faut bien avoir en tête aussi que les États sont très endettés et qu'aujourd'hui, vous avez très peu d'États dans le monde qui peuvent dire je vais relancer l'économie en cas de problème, soit en diminuant les impôts, soit en augmentant la dépense publique, peu importe. Donc ces outils-là ne fonctionnent pas. Ça veut dire, oui, mais c'est très important, ça veut dire que si jamais on a un ralentissement de la croissance française qui est lié par exemple à un ralentissement de la croissance chinoise en chaîne, parce que les entreprises françaises, elles n'exportent pas beaucoup en Chine, ça se fera plutôt sans doute par le biais d'Allemagne, c'est-à-dire que les entreprises allemandes seront négativement impactées par la... Voilà. Ça viendra, ça prendra un nos peu de liens temps. avec l'Allemagne qui auront un effet secondaire par exemple, dans les liens propres de l'Allemagne avec la Chine. C'est ça. Mais néanmoins, s'il y a un ralentissement très fort en Chine, je n'imagine pas que d'une façon ou d'une autre, il n'ait pas un impact négatif sur la France. Mais donc, ce que nous devons faire, et ça, c'est la responsabilité. Alors, c'est à la fois notre responsabilité, mais c'est aussi la responsabilité du pouvoir politique, c'est d'essayer de se dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir lutter contre ça? Quelles sont les politiques, mais qui ne seront pas des politiques classiques de baisse d'impôts, d'augmentation de dépenses publiques? Quelles seront les politiques qui vont nous permettre de nous prémunir contre ça? Et cette réflexion-là, pardonnez-moi, j'accepte Emmanuel Macron qui est le seul à avoir dit qu'éventuellement ça pouvait avoir un impact, mais j'ai entendu le président de la République. Évidemment, on est dans le déni de réalité. Je ne dis pas que l'impact sera très important, je dis il y aura un impact. De là le chiffrer, c'est compliqué. Voilà. Peut-être, je crois vraiment par rapport à ce qu'on a dit à plusieurs reprises sur les marchés financiers, qu'on doit bien avoir conscience que les politiques des banques centrales, l'injection de monnaie a déréglé complètement l'économie financière. Alors, vous allez me dire, elle était déjà déréglée. Oui. Mais alors là, maintenant, vous voyez, on considère aujourd'hui qu'il n'y a plus de vrai prix. Il n'y a plus de vrai prix sur les marchés actions, sur le marché de l'immobilier, sur les obligations, sur le marché du forex, c'est-à-dire des prix des monnaies. On considère qu'il n'y a plus de vrai prix. Là, on est totalement faussé. Et tout à l'heure, vous voyez, parce que là, Je posais juste une toute petite question. Oui, je vous en prie. Les trillions, là, les milliards de milliards qu'ont injecté les banques centrales, elles l'avaient cet argent? Mais non, bien sûr. C'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est qu'on a créé de la monnaie avec l'idée, et là, une idée absolument clé, on doit empêcher le krach. Depuis pratiquement 4 ans, la politique absolue, on l'a vu très bien à un moment donné, quand on a dit les banques centrales, on dit mais là, ça passe pas notre truc, il y a quelque chose qui va pas, on n'a plus aucune manette si jamais la situation va pas bien pour de vrai, c'est-à-dire par exemple une économie est obligée de changer de modèle. On a dit attention, peut-être on va commencer à augmenter les taux, immédiatement, boum, les marchés se sont effondrés et tout le monde a dit, c'était en 2013, et tout le monde a dit non, stop, en fait on continue. Je crois vraiment, on doit avoir conscience qu'aujourd'hui, on est dans un système totalement déréglé. Et ce dérèglement, effectivement, il a des impacts lourds. Par exemple, le fait, quand vous dites les algorithmes, pourquoi les algorithmes aujourd'hui ont pris le pas? Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne travaille sur l'analyse réelle des entreprises ou des pays. Qu'est-ce qu'on suit? On suit les indices. Parce qu'on sait très bien que si jamais l'indice baisse, on va voir immédiatement M. Draghi, Mme Yellen ou la Banque centrale du Japon ou la Banque centrale anglaise qui vont dire là, on remet de la monnaie, on baisse les taux encore ou on les passe en territoire négatif pour empêcher toute baisse. Résultat, aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un marché financier qui est extrêmement étrange. Et vous voyez, dans cette émission, on l'a signalé à maintes reprises en disant on est dans une situation qui est une situation intenable à long terme. Nous avons perdu la rationalité économique. Nous sommes dans un mode de fonctionnement où on essaie de suivre de l'ascendant. Et c'est pour ça qu'évidemment, quand vous avez tout d'un coup un énorme coup de grisou, alors là, c'est la panique, parce qu'on dit, mais normalement, on ne devait plus avoir ça. Oui. On fait toutes les actions. Où sont mes repères? Voilà. Alors le lendemain, immédiatement, vous voyez les institutions américaines, qui se mettent à ramer fort pour empêcher la chute. Il faut le rappeler. Wall Street, à un moment donné, ouvre à moins 7%, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a aucune bonne nouvelle qui arrive. Tout d'un coup, ils remontent, ils reviennent. Je reviens à ma question, on est bien d'accord, il y a un paquet de billets d'un côté, absolument. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'argent, si je peux dire. Absolument. Et on a, par exemple, la Chine qui a dit par rapport à ça, bien ce billet, on va les utiliser à faire de l'investissement. Et c'est cet investissement lancé à partir de 2009 qui, aujourd'hui, est le problème que tire la Chine de plus en plus. Éric Heyer, qui dodeline légèrement. Parce que j'ai un petit problème avec ce pompier pyromane. Enfin, est-ce que la crise économique est née du comportement des banquiers centraux? Non.
Non. C'est-à-dire C'est la crise de 2008, c'est pas les banques. Pas Greenspan si Non, c'est non, Greenspan. alors, on peut considérer qu'ils n'ont pas sécurisé le système Je bancaire. rappelle que M. Greenspan était à l'époque le patron de la non, mais d'accord. Non, mais c'est pas américain. C'est pas en injectant des liquidités. Bien sûr, il a baissé les taux. Alors, d'accord, c'est en baissant les taux d'intérêt. C'est différent. C'est pas du quantitative easing. C'est pas l'injection de liquidités qui a provoqué la crise économique. On peut considérer qu'il aurait pu augmenter les taux d'intérêt un petit peu avant. Ça aurait interdit les banques d'aller prêter à des ménages modestes. Mais tout de même, ce qui a causé la crise économique, c'est le système bancaire qui n'était pas du tout régulé, les banques qui ont prêté énormément à des ménages modestes sans avoir, et en titrisant sans qu'il y ait des champs de compensation, sans savoir qui tenait le risque. C'est ça l'opacité des crises. Ensuite, une fois que la crise est née, comme en 29, soit on faisait 29 et on laissait 10 ans d'effondrement de l'économie réelle avec des taux de chômage qui explosaient, ou alors on agissait. Et là, les banquiers centraux ont agi, alors peut-être trop, mais c'était de leur responsabilité, en tout cas, de le faire. Alors ensuite, tout de même, ce qui a été fait, c'est pas pour alimenter la bourse qu'on a injecté des liquidités, c'était essentiellement pour faire baisser le taux de change, pour que l'économie réelle parte aussi. Quand les États-Unis injectent énormément, ça a fait baisser le dollar, ça a permis aux entreprises américaines de devenir compétitives. Donc, c'était pas pour sauver, pour injecter dans les bourses de ce point de vue-là. Attention, il ne faut pas considérer que c'est que la Banque centrale qui est... Que ce climat que nous décrivons, avec ses aspects contradictoires et perturbants, est mauvais pour l'économie française et en particulier pour l'emploi dans notre pays, puisqu'on va en venir dans un instant à donner les chiffres du chômage. Est-ce que vous pensez que, voilà, ce que vous décrivez depuis le début de l'émission, c'est une déstabilisation, on pourrait dire, d'une certaine façon, et une sorte de perte des valeurs au sens où on ne sait pas exactement ce qui est quoi et quelle est la valeur finalement d'une entreprise, d'une obligation d'État parfois, de titres et tout ça. Comment vous percevez ça, vous ? Mauvais pour l'économie française. Oui. Écoutez, ce qui a été quand même le fait que les taux d'intérêt aient baissé, les matières premières aient baissé, ça a été excellent pour les entreprises françaises, à tel point qu'au premier trimestre, elles ont reconstitué totalement leur marge. Oui. Pierre Gattaz va pleurnicher partout. Il va pleurnicher partout, mais elles ont reconstitué leur marge, les chiffres le prouvent. Pas complètement. Oh, elles ont gagné 1,5 point, mais elles en ont perdu 4 à peu près. Non, mais elles ont beaucoup rattrapé, donc grâce à ces effets, parce que quand vous avez des taux d'intérêt qui baissent, vous empruntez moins cher. L'énergie, vous fabriquez moins cher. Et l'euro. On a du diesel à moins d'1 euro en ce moment. Oui, vous exportez. Donc il ne faut pas voir que des côtés négatifs, des côtés négatifs non plus. Alors l'impact sur l'économie française, Manuel Valls a dit quelques dixièmes de points de PIB. C'est pas grave. Enfin, mais nos gouvernants, ils sont là pour nous dire qu'il ne se passe rien. Mais même quand on fait une croissance, c'est leur rôle. Quand on fait une croissance zéro, c'est grave. Hein. Quelques dixièmes de PIB en moins, ça commence à être grave. Donc je crois que c'est très difficile aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit, est-ce que ça va se transmettre aux autres économies? Comme vous l'avez dit, les mouvements de capitaux ont été un peu libérés, mais il n'y en a pas quand même beaucoup. Irène, une chose, sauf que 0,2 en moins, c'est la preuve qu'en quelque sorte, le chômage ne peut pas baisser. Ça a un impact direct sur le fonctionnement du pays, si je puis dire. Oui, mais qui sait si ça sera 0,2? On n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas, honnêtement, on ne sait pas si ça va se transmettre. Cette crise, on ne sait pas si... En plus, en France, si vous voulez, aux États-Unis, par exemple, il y a un effet de richesse très fort. C'est-à-dire que quand la bourse baisse, les Américains sont très sensibles à la baisse de la bourse, ils consomment moins. En France, cet effet richesse existe beaucoup moins. Ce qui motive les Français pour la consommation, c'est le pouvoir d'achat. Donc je pense que même si la bourse baisse sensiblement, vous voyez, ça va pas. Je ne crois pas, franchement, et je suis pour ma part incapable de chiffrer quels seraient l'effet potentiel. Et sur la psychologie, je pense que la PME de base, elle se fiche complètement de ce qui se passe à Shanghai, parce qu'elle veut savoir si on va lui piquer les 20 milliards de charges du pacte de responsabilité qui reste ou pas. C'est ça son sujet, voyez. Elle est capable de se projeter dans l'avenir avec un environnement à peu près stable dans le pays où elle travaille et elle produit. Alors, je vais vous donner le nombre officiel, puisqu'on vient de recevoir le communiqué du ministère du Travail. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a donc baissé de 0,1% en juillet en France. Le chômage progresse toujours si l'on ajoute les demandeurs d'emploi en activité réduite, donc chiffre publié il y a quelques instants par le ministère du Travail. Alors ça ou rien, c'est à peu près la même chose? Oui, c'est à peu près stable. La tendance... de toute façon, le diagnostic est assez simple à faire. Vous n'avez pas de croissance. Au deuxième trimestre, vous n'aviez pas de croissance. Donc le chômage ne peut pas baisser beaucoup. Donc je dirais qu'on est dans un scénario de stabilité à très haut niveau. Voilà.
Voilà, je vous rappelle que donc les chiffres du chômage en France sont une baisse de 0,1% pour les catégories A en juillet. Le nombre de chômeurs a augmenté de 630 000 depuis l'élection de François Hollande dans cette catégorie. Du coup, on polémique, là aussi, bien entendu, sur la sincérité des chiffres. Au mieux, on peut donc espérer une légère stabilisation, alors que le gouvernement annonce, lui, le renfort des contrôles chez Pôle emploi. Romain Besnénou, Arnaud Fora. C'est une première depuis le mois de janvier et c'est une petite surprise. En juillet, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 1900 personnes, soit une baisse de 0,1% par rapport au mois de juin. Cela porte donc à 3,8 millions le nombre de chômeurs catégorie A avec aucune activité et à 5,8 millions toutes catégories confondues, y compris donc avec les activités réduites. Des chiffres encourageants qui rendent François Rebsamen optimiste. Il y a quelques jours, le futur ex-ministre du Travail était déjà persuadé que le gouvernement ferait plier les chiffres du chômage avant la fin du quinquennat. Avec tout ce qu'on a fait, la loi de dialogue social y contribuera, avec ce que nous avons fait, avec les dispositifs que le Premier ministre a lancés, notamment pour les petites et moyennes entreprises, avec les ajustements que nous avons faits. Je pense que dès que la croissance atteindra, et là les économistes le prévoient, 1,5 à la fin de l'année, le nombre de chômeurs diminuera. Pourtant, depuis l'élection de François Hollande, le nombre de demandeurs d'emploi a explosé avec 630 000 nouveaux inscrits. Un bilan sur 3 ans, proche de celui de Nicolas Sarkozy sur un mandat entier, avec 750 000 chômeurs de plus entre 2007 et 2012. En outre, les Républicains accusent le gouvernement de tricher et de s'arranger avec les chiffres pour faire baisser le chômage artificiellement. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un homme politique qui avait dit « contre le chômage, on a tout essayé ». Non, ils n'avaient pas tout essayé, il y avait encore ce que fait ce gouvernement, qui a essayé 2 nouvelles choses. Un, d'abord, c'est d'empêcher que les gens qui sont au chômage, et qui doivent s'inscrire tous les mois pour toucher une allocation, puissent s'inscrire. Et donc, en gros, ah non, il ne faut pas leur envoyer de SMS en leur rappelant de s'inscrire. Comme ça, il y en a peut-être une partie qui vont oublier, et donc on pourra afficher un score un peu meilleur. Ce n'est pas la réalité, mais en tout cas, politiquement, ça fera mieux. Et puis, deuxième chose, comme vraiment on ne s'en sort pas, on va demander à Pôle emploi de changer sa méthode de calcul. On va glisser, au mois dernier, au mois de juillet, près de 10 000 chômeurs d'une catégorie à une autre. Comme ça, comme on compte que les 3 premières catégories et pas les suivantes, eh ben on va pouvoir dire que le mois dernier, il n'y a eu que 1300 chômeurs de plus. Quand on lit bien la note de Pôle emploi, en fait, c'est pas 1300, c'est 11 300. Des ajustements pratiques, facilités par l'ambiguïté des modes de calcul et par la définition même du chômage, selon cet économiste. Il faut bien avoir en tête que si on prend les définitions strictes du chômage, c'est effectivement une personne qui est sans emploi, qui n'a pas travaillé, qui a une recherche active d'emploi et qui est immédiatement disponible. Mais en même temps, on a aussi beaucoup de gens qui sont inscrits à Pôle emploi en ayant un emploi extrêmement précaire, d'une durée très courte. Et pour autant, on peut dire que ces personnes-là ne sont pas chômeurs au sens strict. Et pour d'autres, c'est le travail précaire et une forme de chômage. Donc, effectivement, tout ça n'est pas très clair. Pour le gouvernement, la difficulté se trouve surtout au niveau des chômeurs longue durée, sans travail pendant plus d'1 an. Avant la crise de 2008, ils représentaient 30% des demandeurs d'emploi. Ils sont aujourd'hui 44%. Une situation qui ne risque pas de s'améliorer, car du côté des entreprises, les embauches restent timides, et ce malgré les baisses de charges accordées par le CICE. D'après ce spécialiste du droit du travail et du chômage, cette frilosité perdurera tant que l'économie mondiale sera vacillante. Les éléments importants que sont l'investissement et l'emploi, c'est-à-dire ceux qui nécessitent le plus de prévisibilité pour les entreprises, restent totalement en panne. Donc c'est un problème de confiance, vraisemblablement. Les entreprises ne s'engagent sur des projets, que ce soit des investissements, que ce soit de l'emploi, que s'ils ont un minimum de perspectives. Or, ces perspectives sont assez incertaines. La conjoncture internationale est certes meilleure qu'il y a quelques années, mais elle est quand même assez mitigée finalement, parce qu'à part la très forte baisse du prix du pétrole, il n'y a pas énormément de bonnes nouvelles finalement. Dès le mois de septembre, Pôle emploi mettra en place un système renforcé de contrôle des chômeurs. 200 salariés surveilleront quelques 180 000 demandeurs d'emploi chaque année, une mesure qui, selon ses détracteurs, viserait là aussi à radier plus massivement les chômeurs des listes et mécaniquement à faire baisser les chiffres du chômage.
Je vais prendre la question de téléspectateurs de façon très simple. Qu'il y ait des polémiques politiques, c'est tout à fait normal. Enfin, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas le vrai chiffre du chômage et des gens qui ne travaillent pas dans notre pays? Nicolas Bouzou. Si, bien sûr que si, on a le vrai chiffre du chômage. C'est une question d'interprétation, mais d'ailleurs, on l'a bien vu dans votre reportage, vous avez grosso modo 6 millions de personnes qui sont en situation de sous-emploi. Ce ne sont pas simplement des gens qui ne font rien, mais en tout cas, ce sont des gens qui voudraient travailler plus et qui ne le peuvent pas. Et c'est un chiffre qui est énorme, qui est absolument colossal. Et c'est ça la vérité. Donc les chiffres ne sont pas truqués. Alors qu'évidemment, le gouvernement, comme tous les gouvernements, essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens qui s'inscrivent à Pôle emploi, ça, c'est absolument certain. Qu'on essaie de radier les gens, c'est absolument certain. Mais vous savez, cette polémique, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, ça fait 15 ans que je suis, ça doit être à peu près la même chose pour... Mais ça fait à peu près 15 ans que je suis cette polémique. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce chiffre, il est absolument colossal. Et je cite cette anecdote, ça m'est arrivé tout à fait par hasard, mais je suis allé préparer cette émission sur le site d'Eurostat, comme ça, voir un peu les données, non pas par pays, mais par région, données de chômage comme ça, par région en Europe. Eh bien, savez-vous que la France, certaines régions françaises font partie des régions dans lesquelles vous avez le plus de chômage en Europe. Ce sont les territoires d'outre-mer. Et donc, vous regardez des régions en Europe dans lesquelles vous avez le plus de chômage, donc vous allez trouver l'Andalousie, vous allez trouver des régions grecques, etc. Et puis vous allez trouver des territoires d'outre-mer. Donc, ce chiffre, il est de toute façon, quoi qu'il en soit, même pas manipulé. Souvent, on n'intègre pas dans les chiffres. Alors, ça dépend des chiffres. Ils ne sont pas intégrés dans ceux-là. Je parle pour le coup sous le contrôle d'Éric Heyer, mais ils sont intégrés dans les taux de chômage trimestriels. Non, mais justement, je pense que le problème, il est qu'on mélange deux sources. Nicolas, en parlant, a mélangé deux sources. Il a mélangé Pôle emploi, donc les chiffres qu'on vient de commenter mensuels, et les chiffres du Bureau international du travail. Oui. Mais c'est deux sources différentes. Et on devrait arrêter. Vous voyez, il y a la bonne et la mauvaise mesure, et la mauvaise mesure est en train de chasser la bonne mesure. On ne parle jamais du chômage au sens de BIT. Pourquoi ? Parce qu'il est trimestriel et il arrive 6 mois après le chiffre de Pôle emploi. Et donc, le chiffre de Pôle emploi arrivant, il est mauvais, ce chiffre de Pôle emploi. Enfin, il est assez mauvais parce qu'il est pollué par, justement, des décisions administratives. Est-ce qu'on raye pas, etc. Alors qu'on a, et en plus on le compare, ce chiffre-là, avec les données de l'Espagne, du Portugal, qui ne sont pas ceux de Pôle emploi espagnol, machin, ceux du BIT. Donc il y a une source qui s'appelle celle du Bureau international du travail. On s'est réunis, quand je dis on, c'est les statisticiens, se sont réunis ensemble pour dire qu'est-ce qu'on appelle un chômeur. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir une définition, mais ayons au moins une définition commune partout dans le monde, avec une méthodologie commune où le gouvernement ne peut pas... Oui, n'interagit pas, ne peut pas traficoter. Voilà. Et donc ce chiffre-là, on l'a tous les trimestres, avec un peu de retard, il faut être patient, et ce chiffre-là nous indique que le chômage, il baisse légèrement en France, moins qu'ailleurs, mais il baisse légèrement en France. Mais c'est ce chiffre-là qu'on devrait commenter, et pas commenter finalement des variations mensuelles qui ne servent à rien, qui sont souvent polluées par des bugs, par des radiations. Donc il faudrait maintenant remettre le curseur sur le vrai chiffre du chômage, et après qu'on discute qu'est-ce qu'on appelle un chômeur, pourquoi pas. Donc vous nous dites que François Hollande pourra se représenter grâce au Bureau international du travail. Ça complexifie énormément, parce que si on regarde effectivement... Il est installé à Genève. Si on regarde le chiffre du BIT, le chômage baisse légèrement. Si on regarde Pôle emploi, il augmente légèrement. On y comprend un peu. Oui, mais je suis quand même d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que quelles que soient les sources qu'on regarde, on a un chômage de masse. Oui. Et pour prendre une source européenne qui est Europa, le baromètre, vous savez, européen sur le moral des ménages, c'est très frappant. C'est-à-dire la dernière vague qui est de juillet. Nous n'avez que 13% de Français qui considèrent que la situation économique est bonne. En comparaison, l'Allemagne, c'est 85%. C'est ce chiffre de 13% qui m'interroge, moi. Oui, 13%, c'est-à-dire qu'on est effectivement avec les Grecs, les Espagnols, les Portugais, c'est-à-dire que les Français ne sont pas dupes. Vous pouvez leur dire que ceci, cela, le chômage, c'est un chômage de masse et ils sont très inquiets. Et en plus, ce chômage de masse, ça pose un problème pour la possibilité de faire des réformes, parce que le souvenir du plein emploi, je ne sais pas à quand il remonte dans les esprits, mais c'est très loin. Donc, si vous voulez, la variabilité, la vulnérabilité de l'emploi en France, je pense que c'est une des raisons qui explique aussi pourquoi les Français sont attachés à tout leur système de garantie, l'assurance chômage, les minima sociaux et tout ça, et sur la difficulté de réformer ce chômage de masse. Ce que vous voulez dire, c'est que ce chômage de masse, il pèse aussi psychologiquement dans la capacité à réformer le pays et dans le fait que les Français, ce qui est tout à fait normal, souhaitent préserver des outils de protection. À leur arsenal protecteur. Oui. Dont on nous dit ensuite qu'ils jouent un rôle néfaste dans la capacité non plus à fluidifier le marché du travail. C'est dramatique, quelle que soit la source. Oui. Non, mais je crois vraiment que là, on doit peut-être, pas chaque mois, mais au moins chaque trimestre, répéter à quel point il y a un problème français. C'est quand même terrible que nous devons être comparés à des pays comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, voire comme les États-Unis. La France est vraiment l'exception, avec un chômage qui n'arrive pas à baisser. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de 0,1 et savoir si le président va se représenter. Les autres pays sont dans la question du plein emploi, en disant comment on va faire pour que
maintenant, le plein emploi, véritablement, se pérennise pour que les gens puissent se former en même temps qu'ils travaillent. En France, non. On est avec ce chômage qui est un véritable cancer de la société française, pas simplement de la société économique, avec des conséquences absolument dramatiques et avec un système qui est aujourd'hui en réalité une citadelle pour essayer de protéger ceux qui sont encore à l'intérieur du marché. Tous ceux qui sont à l'extérieur sont avec des situations de plus en plus précaires, y compris, et c'est vrai que ça doit être notre préoccupation avant tout, y compris les jeunes. Le problème du chômage des jeunes est absolument crucial. Et la France, en disant on a tout essayé et on regarde nos voisins, et nos voisins ils arrivent à embaucher, et nos jeunes ils partent pour essayer de trouver du travail ailleurs, ça c'est un vrai souci. Pourquoi vous parlez de citadelle pour ceux qui seraient entre guillemets protégés, tout simplement parce qu'ils sont dans le marché et que Parce que notre système, tout ce que l'on évoque là, on veut garder notre système social. En réalité, on veut garder quoi ? On veut garder toutes les protections pour ceux qui sont encore dans le marché. Mais ces protections, elles empêchent ceux qui sont à l'extérieur d'y rentrer. Et plus la citadelle, plus elle se rétrécit, et plus on est en train de dire il faut hérisser les murs. C'est ce qui fait que j'ai souvent entendu dans cette émission Éric Heyer dire finalement, dans notre pays, à un moment, on a fait le choix du chômage. Je suis sûr qu'à chaque fois, ça perturbe énormément ceux qui nous écoutent. Enfin, on n'a pas fait le choix du partage du travail, contrairement. On partage le revenu, c'est-à-dire que ceux qui travaillent payent pour ceux qui ne travaillent pas. Globalement, c'est là où le modèle social. Donc c'est plutôt ça. Enfin, on n'a pas fait le partage du travail comme on pense qu'on l'a fait en 97. 97, c'est pas du partage du travail que l'on fait. Sinon, on continue à vivre sur effectivement un chômage de masse et on essaye d'avoir, par rapport aux autres, c'est peut-être pas un objectif de chômage, mais plutôt de qualité de l'emploi. Alors c'est peut-être ça qu'il faut voir. Vous voyez que, oui, mais c'est un peu ça qu'on regarde. Et c'est vrai que quand on regarde les indicateurs de l'OCDE, qui maintenant essayent de regarder les qualités de l'emploi, on n'est pas si mal placé dans la qualité de l'emploi. Alors après, ça pose la dualité. Il n'y en a pas beaucoup. Pour ceux qui en ont. Mais oui, mais ça pose le problème de la dualité du marché du travail. Est-ce qu'il n'y en aura plus assez qui travailleront pour payer le travail, pour payer le système? C'est quoi le chiffre? On y est déjà. On y est. Oui, vu les déficits de la sécurité sociale, tout ça, on y est largement et les projections sont catastrophiques. Et je trouve, excusez-moi, mais que la démission de François Rebsamen, à ce moment précis, alors que le chômage est très haut, c'est quand même une désinvolture que personnellement je trouve scandaleuse. Si vous laissez... Vous pensez que c'est une fuite ? Non, c'est pas une fuite. Il était furieux de ne pas être ministre de l'Intérieur. Bon, ensuite, il était furieux qu'on ne l'autorise pas à cumuler. Vous savez, maire de Dijon, et donc il a annoncé sa démission très tôt, ce qui met quand même François Hollande un peu dans l'embarras. Enfin, c'est comme si vous aviez un chirurgien qui fait une opération délicate et qui, à un moment, dit, écoutez, j'arrête parce que j'ai un poste de médecin de campagne qui s'est libéré dans ma région de prédilection, donc je vous quitte. Non mais je trouve ça absolument scandaleux. Voilà, c'est une désinvolture. Et maintenant, on parle de Bruno Le Roux, peut-être pour remplacer François Rebsamen. Alors, il connaît absolument rien au sujet, mais c'est un proche de François Hollande. Mais enfin, on se moque des Français quand même. Le chômage, c'est quand même, et le chômage des jeunes, c'est l'inégalité majeure en France. Et voilà comment on gère le portefeuille du ministère du Travail. Apparemment, M. Le Roux est assez indispensable pour diriger le groupe à l'Assemblée, mais voilà. Mais son nom a été cité, vous avez tout à fait raison. Oui. Non mais Éric Heyer a raison. Quand est-ce qu'on ne peut plus payer que d'une certaine façon, il y a un arbitrage. En tout cas, quand on réforme le marché du travail, au début, c'est vrai, on l'a vu en Angleterre, au début, les nouveaux emplois qui sont créés, parfois, ce sont des emplois qui sont pas très bien payés, qui sont un peu précaires. Et de ce point de vue-là, il y a un arbitrage entre la qualité et la quantité du travail. Mais moi, ce débat, je le pose. J'ai parfaitement choisi mon camp à titre personnel. Ça n'intéresse personne, mais je suis favorable à une très grande quantité d'emplois et j'arbitre très clairement en faveur de la quantité. Même plutôt qu'en faveur de la qualité. Il me semble que les électeurs britanniques ou les électeurs allemands qui ont été soumis à ce choix ont eux aussi voté pour la quantité en se disant qu'il y a un chemin. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que vous commencez par des emplois qui, bien évidemment, y compris pour les jeunes, c'est très exactement ce que l'on voit en Grande-Bretagne. L'expérience britannique en ce moment est vraiment passionnante parce que oui, bien évidemment, on a commencé par recréer des emplois qui n'étaient pas toujours très bien qualifiés, qui n'étaient pas toujours très bien payés, mais les salaires commencent à remonter. Donc il y a, si vous voulez, un chemin, mais au début, si vous réformez le contrat de travail, par exemple, eh bien oui, vous aurez un certain nombre de postes qui seront pas très bien payés. Vous n'aurez pas que des postes d'ingénieur atomiste tout de suite. Vous citez l'Angleterre, je vous cite l'Allemagne. Et l'Allemagne, les mini-jobs, pour l'instant, j'ai pas vu qu'ils soient autre chose que des mini-jobs. Hein. Non, mais je sais pas, je vous... Angleterre, je dément. Mais très bien. Allez-y, expliquez-nous. Non, c'est très simple. Quelqu'un qui rentre en mini-job, en effet, il va pas être très bien payé pendant 6 mois, pendant 1 an. Oui. Il est réintégré et ensuite, il va pouvoir reprendre un contrat salarié traditionnel. Et c'est véritablement un loyer en Allemagne. Je ne sais pas si, mais ça, ce sont des problèmes. Mais la vraie question, elle est là. Mais ce sont des problèmes. Le RSA, vous mais voilà. C'est pas une raison pour pas le prendre. Mais Philippe Desmartines a tout à fait raison. Ce sont des problèmes que l'on sait régler. L'État, on a créé un outil qui s'appelle le
RSA. Et le RSA, s'il fonctionnait bien, est un outil très intelligent qui est là pour apporter un complément de revenu aux gens qui travaillent. Donc on sait régler ça. Éric Heyer. Ouais, enfin, moi, j'aime bien quand Philippe de Sertine ou Nicolas Bouzou poussent à la dépense publique avec le RSA, parce que généralement, c'est pas leur cas de figure. D'accord, mettons que c'est bien, donc comme quoi il peut y avoir une bonne dépense publique. Absolument. Mais alors, moi, je pense, et je serais du côté de Nicolas Bouzou, si quand on réforme le marché du travail à la Nicolas Bouzou, on réformait aussi en même temps, la formation, mais surtout en même temps, le secteur immobilier, c'est-à-dire qu'on crée des meubles pour faire baisser les loyers, on réformait en même temps le système bancaire, parce qu'aujourd'hui, arriver dans un emploi précaire, vous n'avez pas accès au crédit, vous n'avez pas accès au logement, ce n'est pas possible. En France, ce n'est pas possible. En Allemagne, c'est possible, au Royaume-Uni, c'est possible, en France, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, la réforme, il ne faut pas dire on fait une réforme du marché du travail et tout ira bien. Non, il faut faire une réforme complète et globale, c'est-à-dire il faut réformer le marché du travail dans un certain sens, mais mettre les contreparties de l'autre en disant on va aussi créer énormément de logements et notamment des logements sociaux, on va mettre des filets de sécurité pour le système bancaire et ensuite on fait des politiques macroéconomiques qui sont un peu mieux adaptées. Si vous faites ça, je me mets du côté de Nicolas Bouzou. Dernier reportage de cette émission avec une baisse confirmée donc des impôts ce matin par le ministre Michel Sapin. Il s'agit bien des impôts sur le revenu. Ce sont les foyers modestes qui sont concernés sans augmentation pour les foyers les mieux lotis. Ces baisses seront financées par une baisse des dépenses, affirme le ministre. Retour sur un mois et demi de rebondissement et de contradiction sur la question fiscale avec Romain Becker et Arnaud Forat. Et comme il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, parce qu'il y aura même des baisses. Elles vont se poursuivre en 2016, les baisses? Elles vont continuer. Il y en aura d'autres, de nouvelles baisses. En fonction des possibilités de notre économie. La première fois que François Hollande évoque des baisses d'impôts, c'est lors de son interview du 14 juillet et le chef de l'État se montre particulièrement prudent. Un mois plus tard, son propos évolue. Si la croissance s'amplifie en 2016, nous poursuivrons la baisse de la fiscalité. Car les Français doivent être les premiers bénéficiaires des résultats obtenus. Selon le gouvernement, la croissance doit atteindre 1% fin 2015, puis 1,5% l'année prochaine. Fort de cette prévision, le discours de François Hollande se précise, enfin presque. Il doit y avoir une croissance plus forte en 2016. Il y aura donc, nous verrons quelle est l'ampleur, nous y travaillons, mais il y aura donc des baisses d'impôts, quoi qu'il arrive en 2016. Pour en fixer l'ampleur, ça dépendra de la croissance que nous pourrons atteindre en 2016. La promesse présidentielle reste donc soumise à une condition incertaine, la croissance, et les éventuels allègements d'impôts ne sont pas quantifiés. Manuel Valls assure lui que ces baisses figureront dans le projet de budget pour l'an prochain, le dernier de plein exercice avant l'élection présidentielle de 2017. Plus la reprise sera forte, plus la baisse pourra être importante en 2016, et au-delà, c'est ce qu'a toujours voulu le ministre des Finances. Un ministre des Finances pourtant beaucoup moins affirmatif quelques jours plus tôt. Je ne veux pas annoncer aujourd'hui des décisions que nous ne serions pas capables de prendre ou de tenir en toute responsabilité. Il y a déjà un effort considérable là pour 9 millions de foyers fiscaux. C'est ça qui va être, je dirais, l'actualité fiscale de cette rentrée. 9 millions de foyers sur 37 millions, 9 millions de foyers qui voient leurs impôts diminuer, c'est déjà beaucoup. 9 millions de foyers, des ménages modestes principalement, qui bénéficient entre autres de la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu. L'an dernier, avec notamment la réduction de 150 € pour les smicards, 3 millions de foyers avaient déjà vu leur impôt baisser. Depuis 2 ans, le gouvernement multiplie donc les annonces en faveur des plus modestes après plusieurs années de hausse. À l'approche de l'élection présidentielle, l'opposition n'est pas dupe. Moi, je propose qu'ils remboursent les impôts de 2015, et puis ceux de 2014, et puis d'autres. Franchement, on ne sait pas si c'est un concours d'amateurisme ou d'irresponsabilité. S'il n'y a pas de croissance, si nous nous enfonçons dans la crise, évidemment qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts. Autre contrainte pour l'exécutif, la croissance est restée nulle au deuxième trimestre 2015. Certains experts doutent désormais que la France maintienne son déficit à 3,8% à la fin de l'année, comme s'y était engagé le gouvernement. Difficile donc de renoncer à certaines rentrées fiscales. Malgré tout, c'est l'impôt sur le revenu qui devrait être allégé, ce que déplore ce syndicaliste de Bercy. On ne touche pas, malheureusement, au défaut de l'impôt sur le revenu. On va au contraire continuer à détricoter un impôt qui devrait être, en théorie, un impôt plus global, plus progressif, plus important.
Et donc, il y a une question de savoir est-ce qu'on ne veut pas tuer l'impôt sur le revenu qui est aujourd'hui payé par moins de la moitié des foyers fiscaux, alors que le sujet devrait être plutôt de véritablement réformer la fiscalité dans son ensemble. On a une TVA qui est très importante, un impôt sur le revenu qui ne l'est pas assez. On a globalement une fiscalité, je disais, qui est injuste, instable et complexe. La grande réforme fiscale, c'était pourtant l'un des engagements de campagne du candidat François Hollande. Qui se fie encore aux promesses de Hollande, nous demande un téléspectateur. Alors on va l'appliquer juste à la question fiscale. Vous réagissez? Moi, je pense qu'honnêtement, il n'a aucune marge de manœuvre pour baisser les impôts. En 2016, on doit ramener le déficit budgétaire à 3,3. Ça suppose une croissance de 1,5. Bon, si on y arrive, ça sera quand même miraculeux. Donc il n'a aucune marge de manœuvre. Il fait ça parce qu'il y a eu un peu une accumulation de mauvaises nouvelles. Bon, il a une crise agricole, il a le remplacement compliqué de M. Rebsamen. Voilà, il a des tas de choses compliquées. Donc il détourne l'attention de l'opinion. Et puis surtout, le congrès de l'université d'été des socialistes arrive ce week-end. Donc il faut un peu rassurer l'aile gauche. C'est une promesse électorale. Parce que, alors certains disent oui, mais dans le pacte de responsabilité, vous savez, et il y a une partie pour les ménages. Il y avait 4 milliards qui étaient prévu pour les 5 milliards pour les ménages, il en reste 2. Alors utilisons ces 2. Ce matin, M. Sapin a parlé de la demi-part qu'on a supprimée aux veuves. Ça tombe bien, ça faisait 1,5 milliard, donc ça collerait. Mais tout ça n'est pas financé. Il dit qu'il finance par la baisse des dépenses, mais les dépenses ne baissent pas. Elles baissent en tendance. Les 50 milliards, c'est une baisse en tendance. Mais en valeur absolue, elle va encore augmenter au minimum de 65 milliards d'euros. Donc il va falloir de la recette fiscale. Donc il n'a aucune marge de manœuvre et c'est une promesse électorale un peu grosse. Il refait le coup qu'il avait fait avec la taxe sur les 75%, qui avait marqué le tournant de sa campagne présidentielle. Éric Heyer. Effectivement, il peut ne pas le faire avec la croissance économique. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il pouvait rogner un peu sur le crédit d'impôt recherche. Vous voyez, c'est un crédit d'impôt recherche, ça coûte à peu près 6 milliards à l'État. Et ils veulent un tout petit peu le réformer, gagner aux alentours de 1 milliard et donc le redistribuer. Donc ça serait vraiment à périmètre constant. Donc c'est comme ça qu'ils trouvent ces marges de manœuvre. Le ministre des Comptes publics est venu ce matin à la radio pour dire que les baisses d'impôts auraient bien lieu, que ça concernerait les impôts sur les revenus. C'est financé par la baisse des dépenses. Je termine, que ça serait financé par la baisse des dépenses, puisqu'on n'augmenterait pas les impôts des plus favorisés. Donc. Non, mais le crédit d'impôt recherche, c'est les entreprises. Donc, vous voyez, il va falloir distinguer, en tout cas. Voyez, entre, mais donc, vous pénalisez les entreprises. Il y a toujours une catégorie qui sera pénalisée. Si c'est le crédit d'impôt recherche, c'est l'entreprise. Et puis, par ailleurs, moi, je serais encore plus dur que vous. C'est-à-dire que, sincèrement, augmenter les impôts au début, quand tout allait mal, et se dire maintenant qu'il y a la croissance, je baisse les impôts, quand vous faites de l'évaluation de politique économique, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut baisser les impôts quand ça va mal pour redonner, les multiplicateurs sont importants, et dès que ça repart, vous dites, ah ben là, c'est la réduction des déficits. Un peu. Et donc là, ça serait vraiment une erreur économique que de faire ça. Et donc, je pense que c'est très politique. C'est effectivement pour essayer de préparer 2017. Il ne peut pas le faire en 2017, ça serait trop gros. Il le fait en 2016. Mais je pense que c'est une erreur économique de le faire, même si, effectivement, les impôts ont augmenté. Mais à mon avis, ça a été une erreur au début et maintenant, il faut l'assumer. Philippe de Sertine. Oui, on nous refait le coup de la cagnotte. La cagnotte en disant, voilà, vous voyez, on a gagné de l'argent, donc on va le redonner. Or, ça n'est pas vrai, la cagnotte, il n'y en a pas. La France a toujours le taux de dépenses publiques le plus élevé pratiquement du monde. On a quelques-uns qui sont au-dessus de nous, mais qui sont des petites îles perdues un peu à droite à gauche. On est vraiment un pays avec un énorme problème. On essaie de rationaliser cela. Vous prenez le dernier rapport de la Cour des comptes, c'est un organisme neutre. Le rapport de la Cour des comptes est sans arrêt alarmiste en disant, nous n'arrivons pas à faire la vraie réforme de l'État, la vraie réforme de la dépense publique dont a besoin le pays. Le jour où on réforme vraiment la dépense publique, là, on va pouvoir envisager peut-être de diminuer la pression fiscale et probablement aussi de réformer de fond en comble. Et tout à l'heure, dans le reportage, on avait tout à fait raison. Réformer de fond en comble la fiscalité française, qui est un casse-tête absolument abominable. Mais aujourd'hui, on est très clairement dans ce que pudiquement, à Bercy, on appelle le cycle électoral de la dépense publique. Cycle électoral, c'est-à-dire quand il y a des élections, on prend des décisions aberrantes. Et là, effectivement, il y a 2017 qui arrive, et on voit bien que tout le monde politique est un peu gêné en se tapant du coude, en disant ouais, enfin c'est normal, on aurait été à leur place, on aurait fait pareil, quoi, en ce qui concerne l'opposition, en disant bah oui, c'est normal, on fait une sorte de clientélisme fiscal en disant bah oui, là on va donner de l'argent parce qu'il y a les élections qui arrivent. On ne peut pas le faire. Il y a un moment donné où il va falloir tenir un langage de vérité aux Français, aux citoyens français, en leur disant quand on ne peut pas, on ne vous le donne pas, quand on pourra, on le fera. Nicolas Bouzou. Il y a deux notions qui sont très importantes pour qu'une politique fiscale fonctionne, c'est la notion de crédibilité et la notion de cohérence.
crédibilité, pardonnez-moi, alors peut-être que vous avez compris ce qu'il allait advenir en termes d'impôts sur le revenu, mais ce qu'on a vu dans le reportage... non, mais je peux bien sûr, mais ce qu'on a vu dans le reportage, enfin pour moi en tout cas, était incompréhensible. Et je pense que la question qu'a posée notre téléspectateur, en réalité, tous les spectateurs qui nous regardent auraient pu poser exactement la même. C'est-à-dire que la crédibilité de ce gouvernement en matière de politique fiscale est nulle. C'est-à-dire que véritablement, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien justement parce qu'il n'y a pas de cohérence de la politique dans son ensemble. De deux choses l'une. Si on choisit une stratégie de baisse des impôts, il faut au préalable qu'il y ait une stratégie de baisse des dépenses publiques. Au moment où la dépense publique, c'est beaucoup de choses. C'est pas que la dépense de l'État, c'est la dépense des collectivités locales et c'est la dépense de la sécurité sociale qui augmente très vite. Donc tout ceci, cette dépense publique, au moment où nous parlons, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Donc vous voyez bien le problème de cohérence. En revanche, on pourrait parfaitement se dire, comme le suggère Philippe de Sertine et même Éric hier, je suis assez d'accord avec ça, c'est peut-être pas le moment aujourd'hui de baisser les impôts, mais il faut quand même trouver de la croissance. Et donc, on va mener d'autres types de politiques de croissance. Et alors, on revient sur des débats qu'on a eus d'ailleurs sur les lois Macron, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de générer un peu de croissance assez rapidement, sans utiliser ces armes, alors qui fonctionnent bien. Quand vous augmentez la dépense publique fortement ou quand vous baissez les impôts fortement, ça vous fait de la croissance rapidement. Mais ça, très clairement, on ne peut pas utiliser cette arme aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que François Hollande sait très bien de quoi il parle quand il parle de fiscalité, parce que c'est certainement l'homme politique qui maîtrise le mieux les sujets fiscaux, puisqu'il a fait toute sa carrière politique sur la fiscalité. Il a découvert la vérité, il a eu un éclat lors de son grand oral à l'ENA, puisqu'il a planché sur la fiscalité. Son coup d'éclat, ça a été en 1989, quand il était secrétaire de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, au moment, vous savez, où il y avait l'OPA de Suez sur Victoire, avec des actionnaires qui s'étaient enrichis et qui étaient très peu taxés sur les plus-values. Il a dit, je vais lancer un rapport sur la fiscalité du patrimoine. Très bien, il l'a sorti 2 jours après que François Hollande ait eu cette fameuse phrase où il dénonçait François Mitterrand. François Mitterrand, sur les gens qui s'enrichissaient en dormant. Donc de ce jour-là, il a été considéré comme le meilleur spécialiste de la fiscalité, et c'est vrai, du Parti socialiste. Et il a fait toute sa carrière là-dessus. Et toute sa campagne, c'était de se différencier de Nicolas Sarkozy sur la fiscalité. Et en 2008, à l'université de La Rochelle, il se moquait même en disant mais la taxe qui rapporterait le plus, ça serait celle sur les mouvements de Nicolas Sarkozy, parce qu'il arrêtait pas de bouger. Donc, et la blague qui courait, même de ses proches conseillers, c'est-à-dire il se présente pas pour être président de la République, il se présente pour être ministre du budget. Et Macron même racontait que dans la première partie du quinquennat, il n'arrêtait pas d'envoyer des textos en disant faut faire ça, et le CICE, c'est lui qui a eu l'idée sur un bout de papier. Donc il est quand même assez pervers, parce qu'il sait très bien de quoi il parle, et il sait très bien que c'est impossible. Donc c'est quand même se moquer un peu des Français. Alors s'il est bon en fiscalité, il n'est pas bon en comptabilité nationale. Pourquoi ? Parce que quand il annonce une baisse d'impôts en faisant le CICE, le CICE, la comptabilité nationale, c'est pas dans les impôts, c'est dans les dépenses publiques. Oui. Et donc le CICE, ça fait augmenter les dépenses publiques et pas fait baisser les impôts. Alors que, effectivement, par nature, ça ressemble plus à un impôt. Sûr. Mais s'il avait été bon en comptabilité nationale, il n'aurait pas fait le CICE parce qu'effectivement, aujourd'hui, on arrive à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on pense que les dépenses publiques augmentent parce qu'on compte le CICE 20 milliards dans les dépenses publiques, alors qu'il faudrait les retirer parce que ce n'est pas la vraie dépense publique. Donc ces politiques économiques que nous ne comprenons pas toujours de nos gouvernants, en François Hollande, on a au moins la substantifique moelle. Parce que je m'étais interrogé une fois. Oui. Bon, on va passer aux questions SMS. Alors, elles vont arriver dans un instant, parce qu'en fait, j'ai lancé ça un petit peu rapidement. Voilà, formidable. Le logement en Allemagne est moins cher qu'en France. Alors ça, c'est quelqu'un qui voulait nous faire remarquer que dans le cadre des mini-jobs ou des difficultés qu'on peut avoir, et le coût de la vie aussi. Oui, bien sûr, tout l'ensemble. C'est-à-dire que quand vous faites la comparaison, on est en euros, mais sauf que lorsque vous allez vous nourrir, lorsque vous allez vous loger, évidemment, alors là, la différence, c'est Berlin et Paris. C'est impressionnant. C'est-à-dire que vous avez effectivement des coûts extrêmement différents. Donc là, on va dire, vous avez 1 000 euros dans les deux pays, mais les 1 000 euros ne vous permettent pas d'avoir le même pouvoir d'achat. Berlin, c'est immense. Paris, c'est une capitale relativement petite. Enfin, je sais pas. Oui, mais ça, vous l'avez. Et quand vous nous dites le coût de la vie, c'est-à-dire que je vais au supermarché, oui, absolument. Ça me coûte moins cher. Oui, absolument. Et surtout l'essence est moins cher. Ah non, là, oui. Là, on va dire, les taxes sont un peu plus fortes en France, mais enfin bon, on va dire, ça joue quand même. Mais sur le logement, en revanche, là, c'est très sensible. Sur la question du logement, c'est absolument capital. Non, mais c'est central. Hein.
c'est central. C'est-à-dire que, effectivement, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez réformer le marché du travail, c'est-à-dire baisser les salaires, vous êtes obligé, et que vous comparez en plus à l'Allemagne, vous êtes obligé de faire ces mêmes réformes qu'ils ont menées, enfin, ou en tout cas d'avoir un prix de l'immobilier comparable, c'est-à-dire beaucoup plus bas, avoir un système bancaire qui vous accepte quand vous êtes un peu plus précaire. Vous êtes obligé, sinon, vous allez créer une trappe à pauvreté qui va être énorme et un cercle vicieux qui ne s'est pas enclenché en Allemagne, mais qui risque de s'enclencher en France. Sincèrement, y a-t-il de l'emploi pour tout le monde? Allez-y, argumentez. C'est très simple, tant qu'il y aura des besoins, il y aura des emplois. Enfin, je veux dire, vous avez toujours des besoins non satisfaits dans une société. Donc il n'y a que des freins à l'emploi. Vous avez des freins à l'emploi. La question, je répète, Nicolas Bouzou, c'est sincèrement, y a-t-il de l'emploi pour tout le monde? Non, mais si vous prenez un système éducatif, un système législatif constant aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le système éducatif en France ne permet pas de délivrer des qualifications et des emplois pour tout le monde. Et la réglementation du marché du travail, on l'a dit, crée des barrières. Mais je veux dire, vous pouvez parfaitement imaginer de réformer le système éducatif et de réformer le marché du travail pour faire en sorte qu'il y ait des emplois pour tout le monde. Et si je puis ajouter une provocation, je pense même que c'est techniquement assez simple. Parce que beaucoup de pays l'ont fait. On parle toujours des mêmes pays. Prenez l'Autriche, on l'a fait. L'Autriche est en plein emploi. Les emplois, tout le monde peut trouver un emploi en Autriche. Ils ont fait, alors très schématiquement, ce que l'on appelle, parce que les économies, le mot est horrible, pardonnez-moi, mais ce qu'on appelle la flex-sécurité. C'est-à-dire, d'un côté, avoir un marché du travail, en effet, qui est assez flexible, avec uniquement des accords. En gros, des gens qui peuvent être virés du jour au lendemain. Et puis de l'autre, un système de formation qui est très performant, avec notamment un accent très important mis sur l'apprentissage. Et comprenons bien qu'en Autriche, un seul jeune qui passerait à travers les mailles du système scolaire, ça serait considéré, je prends le cas de l'Autriche, mais je pourrais prendre les Pays-Bas, mais ce serait considéré comme un échec pour la nation. En France, nous en avons 160 000 par an. En Autriche, si vous en avez un, c'est considéré comme un drame. Voilà, vous faites ça, vous avez le plein emploi et vous avez plutôt et vous êtes le pays de la Dolce Vita. Oui, on a quand même une croissance démographique en France qui est beaucoup plus forte qu'en Allemagne. Oui, non, mais c'est important. On crée des emplois, mais on a une augmentation de la population. Et est-ce que ça compense? Non, pour l'instant, ça ne compense pas. Et on a une très forte croissance démocratique. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait, franchement, à court terme ou à moyen terme, de l'emploi pour tout le monde. Non, attention, parce qu'en Allemagne, il y a peut-être moins de croissance démographique, mais ils importent énormément de salariés de partout, de toute l'Europe. Donc c'est exactement la même chose. Ça, le fait, ils sont en train de faire venir des gens par Oui, mais ils le régulent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrivés au plein emploi, maintenant, une fois qu'ils sont arrivés au plein emploi, ils jouent avec l'immigration. Oui, parce qu'ils augmentent très fortement en Allemagne. Oui, mais l'immigration augmente, mais la population active augmente moins vite en Allemagne, y compris avec l'immigration, qu'en France. Donc ça, c'est important. Mais peut-être que la question du téléspectateur, c'est pour tous, pas qu'en France, dans le monde. Et là, la question se pose. Parce que, effectivement, on est quand même dans un monde aujourd'hui où tout le monde essaye de gagner sur l'autre, y compris les Chinois maintenant. C'est-à-dire que tout le monde se rentre dans une désinflation compétitive. Et on est quand même aujourd'hui dans une insuffisance mondiale de la demande. Donc, il y a un moment, il va falloir que quelqu'un qui achète nos produits. Et si personne n'achète nos produits, on produira moins. Si on produit moins, ça va être compliqué. À part de faire du partage du travail, du vrai partage, ça va être très compliqué pour, sans doute, dans le monde entier, que le monde entier soit au plein emploi. À force d'être manipulés, les indices sont-ils encore crédibles? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une lisibilité des indices que l'on publie régulièrement enfin voilà. Est-ce que vous trouvez qu'on est les données chiffrées sont honnêtes et acceptables? Sincèrement, les statistiques françaises sont bonnes. On est un grand pays de statistiques. Non, mais on a vraiment des bons niveaux de statistiques. On a beaucoup de défauts, mais on a des bons statisticiens. On a évoqué le problème de la mesure de l'emploi. C'est un problème absolument crucial et d'ailleurs qui fait une polémique incroyable aux États-Unis. Où là, alors vraiment, on dit sans arrêt que les chiffres doivent être révisés avec des variations absolument considérables. Si on prend le cas de la Chine, là, les statistiques, elles sont quasiment, pratiquement toutes fausses, mais alors de manière absolument extraordinaire. La France a un bon niveau de statistiques. On a une logique statistique, on va dire, qui s'applique du point de vue concret à l'économie et qui marche bien. On peut imaginer que les statisticiens français savaient que les Grecs trichaient quand ils nous donnaient leurs chiffres pour nous rejoindre dans l'Union européenne. Pourquoi vous avez un doute? Mais je vous pose la question. Oui, non, évidemment. Enfin, je veux dire, l'ensemble de l'Europe, évidemment, était au courant sur la question grecque. Si on revient sur la question grecque, ce serait extraordinaire d'imaginer qu'on avait pris des statistiques pour argent comptant. Pourquoi, quand on écoute les politiques, les consultants, les journalistes, a-t-on le sentiment de ne pas vivre dans le même monde? Alors, c'est une question qui nous interpelle, notamment par rapport au fonctionnement de notre économie, à la question du chômage, de la recherche d'emploi, du fait d'en trouver, du fait parfois que des tas de chefs d'entreprise aussi disent, eux, avoir besoin d'embaucher, de ne pas trouver les bras pour le faire. Que pensez-vous de ce commentaire qui nous est fait?
Non, je pense qu'on vit très clairement, on vit dans le même monde. Je pense que la difficulté, c'est pas les statistiques en elles-mêmes, c'est l'interprétation que l'on peut en faire. Et puis, je crois aussi que ce qu'il faut bien comprendre, oui, c'est l'interprétation. On parlait des chiffres du chômage. Je ne pense pas du tout que les chiffres du chômage soient manipulés. Je pense en effet qu'ils posent des difficultés d'interprétation et des difficultés d'interprétation qui sont croissantes. Mais je crois que ces chiffres sont très importants et très utiles. C'est l'idée peut-être que pour beaucoup de ceux qui nous regardent, ils ont l'impression d'être dans le réel, alors que nous, voilà, on commente avec, comment dirais-je, avec une relative légèreté des choses très graves et dont dont ceux qui nous regardent majoritairement ont les conséquences dans leur vie quotidienne. Non, mais il y a ça, et on fait la macroéconomie, hein, c'est-à-dire qu'on parle en règle générale. Alors, la macroéconomie, ça lisse toutes les disparités. Quand je dis qu'il y a 1% de croissance, admettons, mais il y en a qui font 3, il y en a d'autres qui font moins 1. Donc c'est une moyenne. On devrait peut-être arrêter de parler de moyenne, on devrait parler de médiane, on devrait parler de décile de revenus, on devrait rentrer dans des détails, parce qu'effectivement, en faisant de la macroéconomie, finalement, personne s'y retrouve. On avait ce débat avec l'inflation, quand on disait bien l'inflation augmente de 1%. Mais oui, ils sont fous, quoi. Moi, je vois bien ma baguette de pain, je vois bien que ça augmente beaucoup plus. Donc, on nous raconte des cracks. Non, en fait, non, parce qu'il y a des prix qui baissent, mais c'est une consommation qui est un peu plus lointaine, donc on n'a pas fait attention à ça. Donc, c'est une difficulté quand on fait la macroéconomie, parce qu'on généralise, et en fait, quand on généralise, personne s'y retrouve. Sachant qu'on mange du pain tous les jours et qu'on n'achète pas une voiture tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus gros une voiture. Bien sûr. Mais juste peut-être aussi, une toute petite chose, c'est vrai que là, les gens qui sont dans la vraie vie, évidemment, ils peuvent avoir une perception différente. Et elle va avoir une conséquence ensuite sur les statistiques. C'est-à-dire, on dit 1,5% de croissance, ça va embaucher. Mais oui, mais si les gens n'ont pas confiance, on va dire, là, en France, c'est fou, hein, on a eu 1,5% de croissance et les gens n'ont pas embauché. Donc là, c'est vrai qu'il y a les gens sur le terrain qui sont confrontés aux difficultés réelles, aux problèmes réels, à la législation réelle, etc. et qui vous disent, moi, je devrais le faire, mais pourtant, je n'embauche pas. Je prends cet exemple vraiment très parlant. Et ça, effectivement, là, vous êtes en train de commenter, en train de dire, peut-être à 1,4, 1,5, ça va démarrer, etc. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est des gens. Et là, c'est vrai que les vrais gens sur le terrain, c'est eux qui vont nous donner les statistiques après. La bourse ne sert plus qu'à spéculer. Pourquoi ne pas la fermer et se baser sur la seule économie réelle? Maurice Allais, qui était notre prix Nobel d'économie, maintenant nous en avons deux, grâce à M. Tirole. Mais lui, il recommandait à l'époque d'arrêter de coter toute la journée. Il recommandait, par exemple, de ne faire qu'un fixing par jour. Oui. Alors aujourd'hui, ça paraîtrait complètement fou, mais pourquoi pas? À quoi ça sert, franchement, pour des entreprises de savoir à la minute près comment évaluer le cours? Moi, je serais franchement pour revenir. Alors ça paraît, on va me dire, vous revenez au Moyen-Âge, mais je pense que le Moyen-Âge, on l'est aujourd'hui. On est dans un monde de sauvages où même les petits actionnaires qui entrent en bourse, ils n'y comprennent rien, ils se font plumer parce que ce sont des algorithmes et des robots qui traitent. Donc je serais effectivement pour revenir sur les places financières à un trading une fois par jour. Pourquoi pas, ça suffirait. Est-ce que vous avez besoin de savoir la valeur de votre appartement seconde par seconde? Non. Alors pourquoi avoir besoin de la valeur de votre entreprise seconde par seconde? Moi, je trouve ça un peu curieux. Pourquoi ça vous fait rire, Eric? Non, mais dire que je reviens au Moyen-Âge. Nos téléspectateurs comprennent qu'en Europe, on va vers l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'on était financé principalement par les banques, pratiquement 75% de notre économie européenne, et qu'on voudrait au minimum arriver à 50% par les marchés. Il n'y a pas quatre solutions pour financer une économie. C'est soit les marchés, soit les banques. Comme on encadre beaucoup les banques, il faut absolument qu'on finance davantage par les marchés. Il faut que les Français, il faut que les gens le comprennent. Petit épargnant, retraité inquiet, dois-je retirer mes économies de la banque et les mettre sous mon matelas? C'est une question qui vient à chaque fois. Non, je crois que le véritable problème de notre téléspectateur, c'est que de toute façon, les taux d'intérêt, comme on l'a dit tout à l'heure, sont extrêmement bas et que la rémunération réelle de l'argent, elle est quasiment nulle. Mais si il met son argent sous son matelas, sa rémunération sera tout aussi nulle. Donc de ce point de vue-là, ça ne changera rien. Et je répète ce que je dis tout à l'heure, je pense que le véritable dire qu'on ne volera pas ses sous. C'est pas la stabilité du système bancaire aujourd'hui, c'est l'emploi, la croissance. Après la Grèce en juillet, la Chine en août, quel pays est au programme en septembre? Tiens, c'est une bonne question. Parce que sincèrement, la Chine, ça va rester. Après, vous avez la Russie, on va avoir vraiment la question de la Russie. Le problème de la baisse du prix du pétrole. C'est quoi la question de la Russie? Le problème de la baisse du prix du pétrole qu'on évoque tout à l'heure en disant c'est formidable pour nous. Oui, mais c'est très très embêtant pour ceux qui produisent du pétrole. Oui. Là, on a le Venezuela qui va pas bien du tout, on a la Russie qui va pas bien du tout, on a l'Iran qui va revenir sur le marché. On risque d'avoir à un moment donné les producteurs de pétrole qui vont avoir de légers soucis.
Il y a le Brésil. Le Brésil qui est Le quand Brésil, même d'ailleurs, est lié au pétrole un des plus grands pays aujourd'hui qui soit en récession pour le coup. Et pourquoi pas la France quand même, hein. On ne réduit pas nos dépenses, on a une dette qui va atteindre largement le PIB, on va avoir un rendez-vous à Bruxelles. Si les résultats de la croissance ne sont pas là, on ne tiendra pas nos objectifs. Je pense que la France, c'est pas tout à fait gagné quand même, loin de là. Hein. Oui, mais une petite note positive quand même pour la France. C'est-à-dire que quand la Chine, elle est très bien, on dit ils vont nous manger tout cru. Et maintenant que ça va très mal, on dit ça va être catastrophique pour nous. Il faut quand même être un peu raisonnable. Peut-être que le fait que ça aille moins bien en Chine, il n'y aura pas de concurrence sur les avions. Donc ça laisse un petit peu de place. Je ne parle pas de la Chine, je parle de la gestion mais pareil pour les autres. C'est-à-dire que globalement, oui, mais ça va laisser des opportunités tout de même pour la France, peut-être pour avoir un peu moins de concurrence et avoir des ventes des Airbus un peu plus faciles. Cette émission sera rediffusée à 22h35. Merci à nos invités.